Salut les gars, aujourd'hui nous allons parler de quelques types du diagramme de classe. Nous allons parler du diagramme de classe. Nous allons voir le rôle du diagramme de classe et nous allons voir qu'est-ce qu'une classe, sa représentation en UML. Nous allons parler d'objets, qu'est-ce qu'un objet. Nous allons parler aussi de attributs, opérations ou méthodes d'une classe. Nous allons voir qu'est-ce qu'une méthode. Nous allons voir les trois façons de représenter une classe en UML, les différents types d'associations. Nous allons parler d'agrégation, de composition. Aussi, nous allons cerner la notion d'agrégation forte et agrégation faible, les deux grands types, les deux grandes catégories de diagrammes en UML, diagramme de classe, tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Et nous allons enchaîner en disant qu'est-ce qu'une classe en fait. On peut dire en informatique qu'une classe est tout d'abord la description d'un objet. Donc, cela permet de décrire un objet. Une classe permet de décrire un objet. Les classes sont utilisées en programmation orientée objet et s'inscrivent dans la vie courante. Donc, la classe décrit l'objet physiquement avec des variables et ce qu'il peut faire. On parle de son comportement avec des fonctions. Donc, la classe, au départ, permet de décrire un objet. Par exemple, je peux avoir une classe qui s'appelle étudiant. Maintenant, cette classe-là, dans laquelle il peut avoir plusieurs éléments, nom, prénom, téléphone, sexe, adresse. Maintenant, là, on forme une classe. Mais l'objet, au départ, c'est l'étudiant. Donc, l'étudiant, c'est le nom de la classe. L'ensemble des objets et à l'intérieur de laquelle on va avoir un ensemble d'éléments comme nom, prénom, téléphone, adresse, sexe. Donc là, c'est un ensemble de propriétés de la classe. C'est un ensemble de variables de la classe. Donc à l'intérieur d'une classe, donc on peut avoir plusieurs éléments. Maintenant, on dit que la classe décrit l'objet physiquement. Cela permet de porter une description globale sur, euh, sur l'objet en question. Donc, dans son aspect physique. Maintenant, avec des variables, si on veut dire des propriétés, comme dire, avec des variables ou bien les caractéristiques même de l'objet. Ce qu'il peut faire. Donc, et tout ce qu'on peut faire à partir avec la classe, on va parler de comportement. Maintenant, pour construire le comportement de la classe, donc on va faire celui-ci avec des fonctions. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre, les gars. Donc, on avance. Voilà. Donc, en programmation orientée objet, la déclaration d'une classe regroupe des membres, des méthodes et propriétés, mais attributs communs à un ensemble d'objets. Donc, il dit que dans un langage de programmation, bien, en programmation orientée objet, la déclaration d'une classe, lorsqu'on déclare une classe, cela regroupe des membres, c'est-à-dire que des éléments de la classe, des méthodes, on peut avoir des méthodes dans la classe, on peut avoir des propriétés ou bien attributs, comme je vous ai dit tout à l'heure, des attributs ou des propriétés ou bien des variables communs à un ensemble d'objets. Dans l'objet, mais cela est mais de manière logique. Parce que si on a par exemple une classe client, donc on peut avoir nom du client, prénom, sexe, adresse, téléphone. Donc le client, c'est la classe à l'intérieur duquel on a plusieurs objets. C'est comme si on décrit une table. Donc si vous êtes très bon en programmation, en base de données. Donc, la classe déclare d'une part des attributs représentant l'état des objets. Donc, la classe déclare d'une part des attributs. Donc, les attributs permettent de représenter l'état de l'objet, c'est-à-dire la manière dont l'objet
doit se présenter. C'est l'état de l'objet, comment voir l'objet. Et d'autre part, les méthodes. Donc, il y a la classe, tout d'abord, représente l'état de l'objet, la manière, les caractéristiques de l'objet. Et d'autre part, un ensemble de méthodes qui va justement décrire le comportement de l'objet. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. OK? Donc, ici, voici un exemple assez très explicite. On a ici étudiant. Maintenant, le nom de la classe est étudiant. On a un ensemble d'attributs ici. Donc, on parle d'attributs propriété. Donc, nom, prénom, téléphone, sexe, adresse, date de naissance, email. On peut mettre tout là-dedans. Donc, cela permet de décrire l'objet. Donc, c'est l'état même de l'objet. L'objet, c'est étudiant. C'est l'objet, c'est étudiant. Et puis, voici l'ensemble des attributs de la classe. On parle de, c'est une classe. Une classe est un moule de construction d'objets. Pourquoi on dit un moule de construction? Un moule de manipulation d'objets, c'est parce que dans laquelle on a plusieurs objets. On a nom, c'est un objet, prénom, c'est un sous, la classe est un objet dans laquelle on a d'autres objets. C'est pourquoi on dit que c'est un moule de construction d'objets. Voilà. Voilà, les amis, c'est pourquoi on dit que la classe dans laquelle il y a trois éléments, on peut dire des éléments majeurs. Donc d'abord, il faut trouver le nom de la classe. Il faut trouver le nom de la classe. Il faut trouver les attributs, bien l'état même de la classe. C'est-à-dire que l'état, c'est ça. OK, c'est nom, prénom, téléphone, adresse, sexe, email, tout ça. On peut ajouter d'autres. Et maintenant, il y a les méthodes dans la classe qui permettent justement de décrire le comportement de la classe, comment la classe va être comportée. Donc, on a regardé pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Donc, opération ou méthode. On peut dire opération ou méthode de la classe. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette classe-là? Comment la classe va se comporter? Maintenant, on va justement faire une inscription. Donc, on va inscrire, on va avoir une méthode qui va gérer la question d'inscription. On va avoir une méthode qui va gérer la question d'affichage, bien lister tous les étudiants. Donc, on va avoir une méthode qui permet de modifier les étudiants. On va avoir une méthode qui va permettre de changer option. Par exemple, si on veut, par exemple, si on inscrit en informatique et on veut changer dans une autre option, donc on peut choisir la méthode de changer option, ça veut dire qu'on peut aller en économie ou bien tout ça. Donc, tout dépend du contexte. Maintenant, il y a étudiant. Mais on peut avoir une classe qui s'appelle imprimer étudiant. Donc, on peut, après avoir enregistré les étudiants, donc, on peut justement imprimer l'étudiant. On peut imprimer les informations, les noms, prénoms. Donc, on peut, après avoir inséré ces données. Donc, il y a aussi authentifier. Donc, l'étudiant doit se connecter. C'est-à-dire qu'après avoir inscrit ou bien enregistré, l'étudiant doit pouvoir se connecter. Donc, c'est pourquoi il est important. Donc, c'est là, on dit qu'une classe dans laquelle il y a deux grands éléments. Il y a des attributs et il y a des méthodes. Les méthodes se terminent toujours par une paire de parenthèses. Quelle que soit la méthode qu'on doit construire, il y a toujours une paire de parenthèses. C'est pourquoi on met inscrit, on met une paire de parenthèses. Donc, cela représente les comportements de la classe. Donc, cela explique comment la classe va être se comporter. Maintenant, ici, on a les attributs qui représentent l'état de la classe. Maintenant, donc la classe a toujours un nom qui décrit un objet. Maintenant, on peut avoir aussi employé, dans laquelle on peut avoir nom, prénom, le nom, prénom de l'employé, téléphone, adresse, sexe, email, date d'embauche, tout ça. Et puis, on met l'ensemble des méthodes dans la classe. Donc, on peut avoir plusieurs éléments dans une classe. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de classe. Maintenant, nous sommes en train de parler de classe, puisque nous allons parler du diagramme de classe. Mais on ne peut pas comprendre la notion de diagramme de classe sans comprendre qu'est-ce qu'une classe, sans comprendre comment une classe se comporte, comment on peut construire une classe. Voilà.
Maintenant, une classe représente donc une catégorie d'objets. Elle apparaît aussi comme un moule ou une usine à partir de laquelle il est possible de créer des objets. Donc voilà. Donc une classe, tout d'abord, comme je vous dis, est un moule de construction d'objets ou bien une usine à partir de laquelle il est possible de créer des objets. Donc c'est en quelque sorte une boîte à outils. Donc la classe, au départ, est une boîte à outils, comme vous voyez ici. Comme vous voyez là, c'est une boîte à outils. Voici l'ensemble, c'est une boîte dans laquelle on a plusieurs outils. On a des attributs, on a des méthodes. Voici les outils. Et vous allez voir, on peut manipuler ces outils-là, on peut manipuler ces objets-là. C'est une usine, c'est une usine, on peut le dire comme ça, à partir de laquelle il est possible de créer des objets. Donc, on peut créer des objets que dans une classe. C'est en quelque sorte une boîte à outils. C'est une boîte à outils, c'est un ensemble d'outils qui permettent de fabriquer un objet. Donc, on parle alors d'un objet en tant qu'instance d'une classe. Donc, l'objet représente l'instance d'une classe, création d'un objet ayant les propriétés de la classe. Voilà. Voilà, les amis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle classe et modélisation. Maintenant, pour parler du diagramme de classe, il faut parler de classe et modéliser. Comment modéliser une classe? Comment, comment créer le modèle d'une classe? Comment concevoir une classe? C'est là la modélisation. On peut dire concevoir, construire, conception d'une classe. Maintenant, une classe est un ensemble de fonctions et d'attributs, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans laquelle on a des méthodes, on a des fonctions, on a des opérations qui permettent de décrire le comportement d'une classe et donc qui permettent de décrire le comportement d'une classe. Donc, on peut dire que la classe est un ensemble de fonctions et de données. On parle d'attributs qui sont liés ensemble par un champ sémantique. Donc, les classes sont utilisées dans la programmation orientée objet. Donc, les classes n'utilisent que de la programmation orientée objet. Elles permettent de modéliser un programme et ainsi de découper une tâche complexe en plusieurs petits travaux simples. Donc, une classe permet de découper justement une tâche complexe. Donc, lorsqu'on a une tâche, on veut justement créer une application. Donc, on peut avoir plusieurs classes. Donc, c'est pourquoi on dit que cela permet de découper une tâche complexe en plusieurs travaux simples. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut développer une application pour un hôpital, donc on peut avoir une classe qui gère les patients, une classe qui gère justement l'inscription des patients, une classe qui gère les médicaments, une classe qui gère les employés, une classe qui gère, et on peut dire, par exemple, les consultations, tout dépend de la politique de l'institution. Maintenant, en résumé, une classe représente donc une catégorie d'objets. Donc, c'est une catégorie d'objets. Elle apparaît aussi comme un moule de construction d'objets, comme je vous ai dit. C'est en quelque sorte une boîte à outils qui permet de fabriquer un objet. On parle alors d'instance d'une classe. Donc voilà, c'est tout ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'un diagramme de classe maintenant? Puisque dans l'objectif du cours, c'est de vous présenter la question du diagramme de classe. Qu'est-ce qu'un diagramme de classe? Donc, comment construire un diagramme de classe? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les, pour comprendre la notion de diagramme de classe, il faut comprendre la question de classe. Le diagramme de classe est l'un des types les plus populaires en langage UML. Donc, dans le langage UML, la question du diagramme de classe, c'est l'un des diagrammes les plus populaires. Donc, très utilisé par les ingénieurs logiciels pour documenter l'architecture des logiciels. Donc, cela permet de, de bien vouloir documenter l'architecture des logiciels. C'est-à-dire que pour construire un logiciel, donc cela permet de mieux architecturer tout au départ le logiciel. C'est-à-dire avant la réalisation du logiciel, il faut architecturer, il faut concevoir, il faut modéliser. Donc, c'est à partir du diagramme de classe qu'on peut faire ce travail au départ et c'est un diagramme qui est plus utilisé par les programmeurs, par les développeurs dans
le cadre du développement d'une application. Les diagrammes de classe sont un type de diagramme de structure. On parle de. Maintenant, il y a des grandes catégories de diagrammes. Il y a diagramme de structure, il y a diagramme de comportement. Maintenant, UML fait partie du diagramme de structure. Donc, cela permet, cela concerne la structure du logiciel, c'est-à-dire que la structure interne. Car il décrit ce qui doit être présent dans le système modélisé. Donc, cela permet de décrire justement le système modélisé. Donc, vous allez voir comment ça doit être fait. Donc, au départ, on dit que le diagramme de classe est un schéma utilisé en génie logiciel. C'est un schéma utilisé. On dit qu'un diagramme de classe, c'est un schéma utilisé, une conception utilisée, un modèle utilisé pour présenter les classes et les interfaces des systèmes. Tenez bien. Un diagramme de classe permet de présenter les classes. Donc, c'est un schéma, c'est un modèle qui est utilisé pour présenter les classes, pour présenter les interfaces des systèmes, ainsi que leurs relations. Donc, il permet que vous présentez classe, interface système, il permet que vous représentez les relations qui y entre classes, parce qu'on peut avoir des relations entre les classes. Si on fait comme si vous avez maîtrisé la notion de base de données, c'est comme si on a deux tables et on veut les relier ensemble. On veut les interconnecter, mais une connexion logique, et donc sur un raisonnement logique. Donc, ce diagramme fait partie de la partie statique du ML. Donc, il y a deux grands types. Il y a les diagrammes, il y a justement les diagrammes statiques, il y a les diagrammes dynamiques. Maintenant, un diagramme de classe fait partie des diagrammes statiques, non pas de diagrammes dynamiques. Le diagramme statique met l'accent sur la structure interne de l'application, sur comment, sur la manière dont le système va être développé. Ok? Donc, le diagramme statique ne s'intéresse pas aux aspects temporels et dynamiques de l'application. Donc, il y a ce qu'on appelle les diagrammes statiques, il y a des diagrammes dynamiques. Maintenant, un diagramme de classe fait partie du diagramme statique. Donc, on ne dit pas diagramme, on dit UML statique. Il y a UML statique, il y a UML dynamique. Mais les diagrammes de classe font partie des diagrammes statiques, font partie du UML statique, non pas du UML dynamique. Voilà. C'est super intéressant. Hein? Exemple, voilà. Une simple classe. Maintenant, voici comment présenter une classe. Présenter une classe, c'est le nom de la classe, l'attribut, et puis les méthodes, ou bien les fonctions, ou bien les opérations. Maintenant, je vous ai montré que les méthodes doivent être toujours entre une paire de parenthèses. Modèle d'une classe. Là, on parle de modèle d'une classe. Maintenant, pour parler du diagramme de classe, au départ, il faut avoir au moins deux classes. Maintenant, pour avoir diagramme de classe, il faut avoir au moins deux classes. Donc, maintenant, si on a une seule classe, on n'a pas de diagramme. C'est ça. Voilà, schéma d'une classe. Une classe est représentée par un rectangle séparé en trois parties. Comme je vous ai montré ici, il y a trois parties ici. Nom, attribut, méthode. Voilà, pas la peine de rester trop. La première partie contient le nom de la classe. La seconde contient les attributs de la classe. La dernière contient les méthodes de la classe. La seconde est la dernière qui représente le comportement de la classe. Donc, la dernière qui est les méthodes, cela permet de représenter justement le comportement de la classe. Donc, je vous ai dit que les diagrammes structurels, et dans laquelle on trouve le diagramme de classe, donc ce diagramme abordé dans ce chapitre permet de modéliser la structure statique de votre système. Donc, Power AMC propose trois types de diagrammes pour la modélisation de cet aspect de votre système, chacun offrant une vue différente
de vos objets et de leurs relations. Maintenant, on va centrer sur le diagramme de classe. Il y a le diagramme structurel, le diagramme de classe, le diagramme de structure composite, il y a le diagramme d'objet, il y a le diagramme de paquetage. Maintenant, voici les deux grands types de diagrammes. Il y a diagramme structurel, il y a diagramme de comportement. Voilà. Maintenant, au niveau du diagramme structurel, comme je vous ai dit, il y a tant de diagrammes. Dans le diagramme de comportement, il y a un ensemble de diagrammes. Voici. Dans le diagramme structurel, on a diagramme de classe. Donc, c'est pourquoi on dit que le diagramme de classe fait partie du diagramme structurel. Il y a dans le diagramme de structurel, on a un diagramme de composants, il y a un diagramme d'objets, il y a un diagramme de structure composite, il y a un diagramme de déploiement, il y a un diagramme de paquetage. Dans la question de la grande catégorie du diagramme structurel. La deuxième catégorie du diagramme dans l'IML, on diagramme de comportement. Donc, je vous ai dit que le diagramme de comportement concerne la structure externe de l'application, mais le diagramme structurel concerne la structure interne de l'application. Voilà. C'est pourquoi on dit que le diagramme de comportement met l'accent sur les diagrammes d'activité. Il y a le diagramme de cas d'utilisation, comme je vous ai montré, diagramme de cas d'utilisation. Donc, il faut avoir des cas d'utilisation pour construire des diagrammes de cas d'utilisation. Et il faut avoir des diagrammes de transition, diagramme d'état de transition, diagramme d'interaction. Dans le diagramme d'interaction, on trouve le diagramme de séquence, donc on va faire ensemble. Diagramme d'interaction, diagramme de communication, et il y a enfin diagramme de temps. Voilà, diagramme de temps. Donc, c'est ça en gros les deux grands types de diagrammes en IML. Diagramme structurel, diagramme de comportement. Diagramme structurel concerne la structure interne. Diagramme de comportement concerne la structure externe de l'application. Voilà. Dans deux grandes catégories de diagrammes, comme je vous ai dit, et se centre sur la structure statique de l'application. Donc, diagramme structurel concerne la structure statique de l'application et diagramme de comportement concerne la structure dynamique de l'application. Présentons maintenant la hiérarchie des diagrammes en UML. Donc, diagrammes de structure et de comportement. Les diagrammes structurels sont importants pour l'équipe de développement lors de la phase de construction de l'application. Pourtant, le diagramme de comportement concerne la structure le diagramme de comportement concerne la communication entre l'utilisateur et les systèmes. Donc, le diagramme de comportement met l'accent sur comment l'utilisateur va communiquer à l'application, comment l'interaction se fait entre l'utilisateur et les systèmes après avoir déployé ce système ou bien tout au long du développement. Vous allez voir comment l'interaction se fait entre l'utilisateur et les systèmes. Notons, nota bene, le diagramme de classe fait partie du diagramme structurel, non pas de la catégorie du diagramme de comportement. On ne peut pas avoir un diagramme de classe sans avoir au moins deux ou plusieurs classes. Donc, les classes font partie du diagramme de classe. Voilà. Maintenant, on va rester là pour aujourd'hui et on va parler dans l'autre séance comment construire un diagramme de classe, comment présenter un diagramme de classe et je vais vous expliquer ça non seulement avec des logiciels, mais on va vous montrer les schémas nécessaires pour pouvoir construire un diagramme de classe. Donc, restez branchés et abonnés pour ne pas rater l'autre formation qui se fera très bientôt et pour vous. Et je pense que après un jour, vous allez avoir cette vidéo-là. Donc, je vais travailler pour vous. Donc, merci d'avoir resté avec nous. Et c'était toutefois un plaisir de vous aider dans le cadre de cette formation. Donc, à ne pas rater cette formation pour pouvoir bien construire la notion de diagramme de classe. On va faire ça ensemble dans les séances à venir avec un logiciel assez intéressant. Donc, c'est pourquoi ne ratez pas cette formation. On va parler du diagramme de classe. Merci les gars. C'était toujours l'équipe de développement, votre équipe, votre ami, Love Son Filsena, D-Tech Info.